Petit 2, les effets entre le délégant et le délégataire. Ces effets supposent l'existence d'une créance préexistante du délégataire sur le délégant. La question est de déterminer quels seront les effets de la délégation sur cette créance préexistante. Les solutions sont comparables à cet égard à celles que l'on a pu voir en matière de cession de dette et de cession de contrat. On distingue en effet deux types de délégation, la délégation imparfaite, petit a, et la délégation parfaite, petit b. Petit a, les effets en cas de délégation imparfaite, ou simple, comme on dit également. La délégation imparfaite, ou la délégation simple, est celle qui ne libère pas le délégant de son obligation initiale envers le délégataire. Le délégué va donc s'engager auprès du délégataire comme le lui a demandé le délégant, mais ce dernier reste lui-même tenu. Dans ce type de délégation, le délégataire se voit donc offrir un second débiteur, le délégué, en plus de son débiteur initial, le délégant. L'opération accorde donc une garantie au délégataire, c'est-à-dire au créancier initial, car il aura la possibilité de se faire payer sur deux patrimoines au lieu d'un seul, ce qui renforce ses chances de paiement. L'article 1338 du Code civil prévoit cette délégation imparfaite et précise quels sont ses effets. Selon cette disposition, le paiement fait par l'un des deux débiteurs, le délégant ou le délégué, libère l'autre à due concurrence. Par conséquent, le créancier délégataire ne pourra pas cumuler les paiements auprès de ces deux débiteurs. Par exemple, le délégant A est tenu au départ d'une dette de 100 envers le délégataire B. Il demande, notre délégant A, il demande au délégué C de s'engager envers le délégataire B, si bien que ce délégué C souscrit une dette de 100 envers le délégataire. Même si la dette du délégué C est nouvelle et qu'elle lui est propre, elle est clairement souscrite en considération de l'obligation préexistante entre le délégant A et le délégataire B. Cette dette nouvelle doit être considérée comme une garantie de paiement de la dette préexistante liée à cette dette préexistante. Par conséquent, le délégataire ne saurait réclamer le paiement de 100 au délégant et le paiement de 100 au délégué. Il s'agirait pour lui d'un enrichissement injustifié. Simplement, il n'y a pas de hiérarchie entre ces deux débiteurs. Le délégataire peut indifféremment poursuivre soit le délégant, soit le délégué, sans ordre particulier dans les poursuites, à l'inverse de ce qui se produit en principe dans un cautionnement. Par ailleurs, l'article 1338 indique que le paiement est libératoire à due concurrence de ce qui a été payé. Imaginons, dans notre exemple précédent, que le délégant A est tenu de 100 à l'égard du délégataire B, mais que le délégué C s'engage uniquement à hauteur de 90. Le délégataire, dans ce cas, pourra alors indifféremment poursuivre le délégant à hauteur de 100 ou le délégué à hauteur de 90. De deux choses l'une. Soit d'abord, il poursuit le délégant qui lui verse 100. Dans ce cas, les deux dettes sont éteintes, celle du délégant et celle du délégué. Soit ensuite, il poursuit le délégué qui lui verse 90. Dans ce cas, la dette du délégué est entièrement éteinte. Quant à la dette du délégant,
elle est éteinte uniquement à due concurrence de ce qui a été payé, c'est-à-dire 90. Le délégant restera donc débiteur du délégataire à hauteur de 10. Et il en est de même si le délégataire n'est pas entièrement payé par le débiteur qu'il choisit de poursuivre, parce que celui-ci est insolvable ou récalcitrant, ou d'ailleurs pour tout autre motif. Petit b, à présent, les effets en cas de délégation parfaite ou novatoire. À l'inverse de la délégation imparfaite que l'on vient d'étudier, la délégation parfaite ou délégation novatoire, c'est la même chose, a pour effet de libérer le délégant vis-à-vis du délégataire. La dette préexistante dont le délégant était tenu envers le délégataire est éteinte. Ce type de délégation est aussi appelée délégation novatoire. En effet, elle a pour effet de libérer le débiteur initial du délégataire, c'est-à-dire le délégant, et de lui offrir l'engagement d'un nouveau débiteur. L'opération éteint une dette et fait naître simultanément une autre dette souscrite par un autre débiteur. Ce mécanisme est celui, on le verra, d'une novation par changement de débiteur. L'article 1337 du Code civil, issu de la réforme de 2016, va dans ce sens, puisqu'il dispose que, dans ce cas, la délégation opère novation. Le but visé par la délégation parfaite, on le comprend, est différent par rapport à la délégation imparfaite. Il ne s'agit plus, cette fois, d'accorder une garantie au délégataire, mais plutôt d'effectuer une reprise de dette. La dette initiale du délégant envers le délégataire est reprise par le délégué, elle est transférée au délégué. C'est cette délégation parfaite qui était utilisée avant 2016, et le sera peut-être toujours d'ailleurs, comme substitut à la cession de dette. Le fonctionnement de cette délégation parfaite est donc tout à fait aisé. L'opération entraîne substitution de débiteurs. Le délégataire ne conserve qu'un débiteur, mais pas le même qu'initialement. Il ne pourra demander le paiement qu'au délégué. Comme pour la cession de dette, cependant, la délégation parfaite présente un risque pour le délégataire. Il change de débiteur et peut donc se trouver confronté à un nouveau débiteur moins solvable et ou coopératif. Par conséquent, son consentement est nécessaire pour que le délégant se trouve libéré. L'article 1337 du Code civil exige même que son consentement résulte expressément de l'acte. Un double consentement du délégataire est donc nécessaire pour procéder à cette délégation parfaite. Il faut d'abord recueillir son accord à l'opération de délégation, accord qui peut être simplement tacite, comme on l'a vu. Ensuite, il faut aussi recueillir son accord expressément formulé dans l'acte pour que le délégant soit libéré et que la délégation devienne parfaite, c'est-à-dire novatoire.